influe sur les performances du système. Et là, on va voir de manière plus détaillée l'influence de la variabilité sur les performances d'un système de production ou d'un système en général. On verra que les lois de factory physics, ils sont valables aussi bien pour les systèmes de production que pour les systèmes de service. Donc, à le titre, The Corrupting Influence of Variability, qui veut dire les effets néfastes ou les mauvais effets de la variabilité. D'accord? Et donc, globalement, on peut se poser la question, est-ce que la variabilité est une bonne chose ou là une mauvaise chose? Alors, globalement, la variabilité est une mauvaise chose. Quelles sont les principales causes de la variabilité dans un système de production? On a les arrêts planifiés et les arrêts implanifiés. Comme exemple d'arrêt planifié, on a les changements de production d'un type de produit à un autre. Pour les arrêts non planifiés, on a par exemple les pannes, comme exemple. On peut avoir des problèmes de qualité. Les problèmes de qualité, quand il y a des problèmes de qualité un système de production, le yield, qui représente la proportion de produits bons, va baisser. Le rebut va augmenter. Et lorsque le rebut augmente, une partie de ce rebut va être refabriquée. Parce que le rebut, c'est quoi? C'est les pièces qui ne sont pas conformes à la qualité requise. Donc, les pièces non conformes, soit ils vont être jetés ou la vendus à bas prix ou là ils vont être refabriqués. Lorsqu'on a un défaut sur une voiture, on ne va pas jeter la voiture, on va plutôt faire de la refabrication. Donc, on va repasser les produits au niveau du système et ça va provoquer des variations importantes dans le temps de cycle. D'accord? On a les variations dues aux opérateurs. Alors, les variations dues aux opérateurs, comme exemple, on a la différence de compétences. On peut avoir des opérateurs beaucoup plus compétents que d'autres et donc qui peuvent travailler beaucoup plus vite. Et puis, on peut avoir aussi des histoires de conception, par exemple, une conception qui n'est pas adéquate. Pourquoi? Parce que la technologie a changé. On avait une ancienne conception et cette ancienne conception n'est plus en adéquation avec la technologie utilisée dans notre système. Donc, voici quelques exemples de mauvaise variabilité. Mais est-ce que ça veut dire que la variabilité est toujours mauvaise? Alors, regardez, prenons un exemple. Lorsqu'on a parlé du Fordisme, on avait dit que Ford avait fait quoi? Il avait standardisé la production, d'accord? Il avait réduit le temps de cycle de 900 minutes à 93 minutes, je crois, ou un truc comme ça, donc de 10 fois. Il avait réduit les coûts de production de 5 fois, d'accord? Donc, il pouvait vendre les voitures beaucoup moins chères et il pouvait fabriquer beaucoup plus de voitures puisque le temps de cycle avait baissé. Mais en contrepartie, il avait tellement standardisé la production et le système, c'est qu'il ne savait faire qu'une seule voiture. Il fabriquait la Ford T de couleur noire. Donc, il savait faire qu'une seule voiture. Donc, au début, vu que les prix étaient très bas et il y avait en quantité, les gens se sont rués sur le marché et donc ils ont commencé à acheter beaucoup de voitures de chez Ford. Mais au bout d'un temps, les clients en avaient marre du même véhicule. Enfin, la période, General Motors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à faire beaucoup de variations. Elle a fabriqué des produits très variés. Et en fabriquant des produits très variés, elle a réussi à contrecarrer Ford et elle a commencé à vendre plus de voitures que Ford. Donc, General Motors avait beaucoup de variabilité dans son entreprise, mais elle vendait beaucoup de voitures. Ford, par contre, avait très peu de variabilité, mais elle vendait de moins en moins de voitures. Elle perdait des parts de marché. Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est tout simplement parce que General Motors et Ford n'étaient pas là pour réduire la variabilité. Leur objectif principal, ce n'est pas de réduire la variabilité. Leur objectif principal, c'est de vendre beaucoup de produits, de faire des bénéfices à court
et à long terme. Donc, au fait, si la variabilité va nous bloquer dans notre vente et dans notre commercialisation, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, la bonne variabilité, c'est de faire une variabilité de produits. Ce que je viens de donner comme exemple. General Motors, entre les années 1930 et 1940, pour contrecarrer Ford, elle a commencé à faire beaucoup de modèles et donc à donner beaucoup de choix aux clients. Nous avons les changements technologiques. Alors, les années 80 ou les années 90, Intel sortait pratiquement un nouveau processeur tous les 6 mois ou tous les une année. Et les processeurs étaient très différents les uns que des autres. Donc, il y a eu le 80-80, le 80-86, le 80-186, le 80-286, le 80-386, le 80-486, qu'on a nommé le P4. Donc, il y a eu le P4, le P5, la série I. Donc, en l'espace de 20 ans, ils ont fabriqué une très grande variété de processeurs de puissance à chaque fois beaucoup plus grande et de technologies à chaque fois beaucoup plus grandes. Et les processeurs n'avaient même pas le temps de se stabiliser dans le marché qu'ont créé de nouveaux processeurs. Et ça a fait quoi? Ça a fait que ça a poussé les gens à acheter toujours des ordinateurs plus puissants. Ça a poussé les développeurs à toujours produire des logiciels plus sophistiqués. Et donc, ça a créé une véritable dynamique dans le marché de l'informatique. Et ce qui a abouti, que pratiquement tout le monde possède un ordinateur. Il y a des gens qui possèdent plus d'un ordinateur. Ils ont un ordinateur sur le bureau, ou un ordinateur portable, ou un ordinateur sur le bar. D'accord? Donc, ça veut dire que la quantité d'ordinateurs a été multipliée par 1000 peut-être. Moi, j'étais étudiant dans les années 80, entre 82 et 87. Et ben, on avait un seul ordinateur avec 5 périphériques. L'école, elle est devenue, c'est-à-dire elle a fait un très grand achat. Ils ont acheté 10 ordinateurs et on avait 10 ordinateurs, un seul laboratoire de 10 ordinateurs pour toute l'école. D'accord? Donc, cette course vers les changements technologiques a été une très bonne chose. Un autre type de variabilité utile, c'est la variabilité au niveau de la demande. Alors, Hada Jiffy Loop, c'est des gens qui font de la réparation de voitures. Ils font, par exemple, les vidanges, l'équilibrage, etc. Et ils ont changé la technique par rapport aux autres entreprises. Il suffisait d'arriver à l'un de leurs points de vente et on était pris en charge immédiatement. On n'avait pas besoin de prendre rendez-vous. D'accord? Et ça est devenu une carte de visite. Donc, si tu veux réparer rapidement ta voiture, tu vas chez Jiffy Lube. Mais en contrepartie, ils avaient une grande variabilité d'arrivée parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler l'arrivée des clients. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Ça crache des fois. Sauf si ça continue, vous me dites, je change de réseau. D'accord? Vous regardez un petit peu Ça va si… pour l'instant, on peut comprendre. Voilà. S'il y a un souci, vous me dites, je change de réseau. Parce que là je suis sur la DSL. Sinon, je change vers le catch. Voilà. Donc, je continue. Alors, donc, on voit bien que la variabilité n'a pas que des mauvais effets. Elle a des mauvais effets et de bons effets. Donc, le principe, c'est quoi? C'est de garder la variabilité qui a de bons effets. Par exemple, faire des produits différents dans une entreprise, ne pas faire un seul produit. Si on fait un seul produit, ou avec le produit, pour une raison quelconque, il ne se vend plus, eh bien, notre entreprise va couler. D'accord? Faire toujours des améliorations technologiques, faciliter la tâche au client, lui permettre de faire ce qu'il veut. Et ça nous permet de… Bon, ça, c'est quelques exemples. On peut avoir d'autres exemples. D'un autre côté,
on essaye de réduire la variabilité qui est mauvaise. Les pannes, réduire, donc améliorer la fiabilité d'un système de production va nous permettre de réduire les pannes. D'accord? Les changements, je vais les faire en dehors des heures de travail. Par exemple, je m'organise pour les faire en dehors des heures de travail. Ou là, je réduis les temps de changement. Je réduis le temps de changement, la variabilité va se réduire. La maintenance préventive, je la prévois en dehors des heures de travail. Oui, monsieur. Alors maintenant, dans ce chapitre, on va essayer d'étudier une chaîne de production et d'introduire les aspects de la factory physics bien. Donc, dans une chaîne de production, quelles sont les mesures de performance? Quelles sont les performances qui m'intéressent? La première performance, et qui est un petit peu la plus importante, c'est le throughput. Le throughput, c'est quoi? C'est le taux de production, la quantité de produits réalisés par unité de temps. Donc, le taux de production il compte là, ça m'intéresse. Même on dit les stocks. Alors, les stocks, on a principalement trois types de stocks. On a les RMI qui s'appellent Raw Material Inventory. Donc, ça veut dire les stocks de matières premières. On a WIP, c'est Working Process Inventory. Donc, ça veut dire que c'est les stocks en cours de production. On a FGI. FGI, c'est Finished Good Inventory. Donc, ça veut dire que c'est les produits finis, qui ont été terminés, mais qui ne sont pas encore livrés. Les produits qui sont finis, qui ne sont pas encore livrés, c'est quoi? C'est des produits qui ont été réalisés avant la date due. D'accord? Et on attend que les clients viennent les chercher, parce que les clients, on leur a donné un lead time et on les a terminés avant. Donc, ça peut provoquer des problèmes. On a le temps de cycle, d'accord? Plus le temps de cycle est faible, mieux ça vaut. Pourquoi? Parce que lorsque le temps de cycle est faible, ça veut dire que les produits ils vont rester moins de temps au niveau du système de production. Et aussi, on peut avoir un lead time plus faible. Le lead time, c'est quoi? C'est le temps entre le passage de la commande et la livraison. Donc, le lead time, c'est un temps contractuel entre le client et l'entreprise. Le lead time, c'est un temps contractuel. Alors, il y a des entreprises qui ont des lead time constants. Par exemple, en France, quand vous achetez une voiture neuve chez un concessionnaire, par exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quelle marque, chez Ford, on va vous dire délai de livraison 6 semaines. Chez Renault, on va vous dire délai de livraison 5 semaines. Chez Peugeot, on va vous dire délai de livraison 4 semaines. Donc, c'est le lead time qui est constant et c'est un contrat entre vous, le client, et l'entreprise. Alors, customer service, c'est quoi? C'est la satisfaction du client. Alors, en général, plus le lead time est court, plus le customer service est élevé, d'accord? Parce que le client, il a bien envie de récupérer son produit le plus vite possible. Mais d'un autre côté, si on donne des lead time très courts et on ne va pas les respecter, ça veut dire qu'on va avoir des produits en retard, notre customer service va se dégrader. Donc, le customer service, c'est quoi? C'est en général la quantité de livraison faite avant la date due, avant la date contractuelle avec le client. D'accord? Finalement, la qualité. Alors, la qualité, elle peut être mesurée, par exemple, par la quantité de rebut. Le rebut dans le système de production, je peux dire que la qualité est mauvaise. D'accord? Alors, comment je vais savoir si mon système de production est performant? Comment je vais définir la performance de mon système de production? Je vais la définir en la comparant avec des valeurs standards, des valeurs qui me disent est-ce que mon système est performant ou pas? Alors, ces valeurs standards sont, par exemple, les valeurs idéales. Les valeurs idéales dans une chaîne de production, ça va être RB et T0. Souvenez-vous, on a fait ça, chapitre 8, 7 et 8. T0, c'est quoi? C'est le temps de cycle minimal et c'est tout simplement la somme
des temps d'opération de toutes les machines au niveau de la chaîne. Donc, si par exemple un produit doit passer par 3 machines, on a un temps d'opération T1, T2, T3. T0, ça va être tout simplement T1 plus T2 plus T3. Et RB, c'est le taux de production maximum. C'est tout simplement le taux de production idéal de la machine goulot. Supposons que la machine goulot, elle réalise le produit en 1 minute. Donc, ça veut dire sans introduction, tu as les pannes, etc. C'est-à-dire le temps de production idéal, parfait, est de 1 minute. Donc, RB va être un produit par minute ou là 60 produits par heure. D'accord? Et puis, on peut aussi avoir d'autres évaluations par rapport à la stratégie commerciale de notre entreprise. Ça veut dire que la stratégie commerciale doit dire, est-ce que je dois améliorer la qualité, même si le temps de cycle est plus long, ou là, est-ce que je dois améliorer le customer service, même si des fois la qualité n'est pas là-bas? Est-ce que je dois réduire les stocks et en réduisant les stocks, je risque de réduire le throughput, etc. Donc, c'est la stratégie de l'entreprise qui va définir quelles sont les mesures que je veux maximiser et quelles sont celles que je veux minimiser et quelles sont celles que je vais accepter. Ça veut dire que je vais accepter de laisser une certaine valeur. Par exemple, supposons que mon but, c'est de maximiser la qualité. Donc, ça veut dire d'avoir 0 défaut, par exemple. En maximisant la qualité, je risque d'avoir des temps de cycle plus longs et des lead time plus longs. Donc, j'accepte d'avoir des temps de cycle plus longs si je maximise la qualité. D'accord? Alors, quelques exemples de stratégies commerciales sont explicités ici. D'accord? Par exemple, je peux poser la question, est-ce que la réduction des stocks va me permettre de gagner beaucoup d'argent ou là de gagner une somme d'argent significative? Imaginons que j'ai un chiffre d'affaires de 1 million de dinars par jour et je vais faire des réductions de stock qui me permettent de gagner 10 dinars par jour. Donc, 10 dinars par jour devant 1 million de dinars, ça n'a aucun intérêt. Si je gagne 10 000 dinars par jour, eh ben, ça fait 1% de mon chiffre d'affaires, donc ça peut être intéressant. Alors, est-ce que le temps de cycle ou le lead time, comme on a dit, c'est le temps contractuel que j'ai fait avec le client. C'est-à-dire c'est la date où le client doit venir récupérer son produit. Et si le produit n'est pas prêt, ça veut dire que je vais avoir du retard et donc un manque de satisfaction du client. Est-ce que le temps de cycle, la réduction du temps de cycle, d'accord, va me permettre d'avoir un avantage compétitif? Là, s'il y a une concurrence féroce au niveau le business que je suis en train de faire et que comme les autres entreprises proposent des délais de livraison de 4 semaines ou un délai de livraison de 6 semaines, je risque de perdre des parts de marché. Mais si je suis le seul sur le marché, ou là si j'ai déjà un délai de livraison le plus court sur le marché, ben, ça ne va pas changer grand-chose le fait de le réduire. Si par exemple, comme la concurrence, a des délais de livraison de 8 semaines, ou un délai de livraison de 4 semaines, ou dire des opérations qui vont me coûter très cher pour réduire le délai de livraison à 3 semaines. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, parce que les parts de marché, les parts de marché que je n'ai pas réussi à avoir, qui sont la concurrence, c'est tout simplement parce que ces gens-là, ça ne les intéresse pas de récupérer le produit rapidement. D'accord? Alors, une autre question que je peux poser, est-ce qu'une augmentation du taux de production, d'accord, va me permettre d'obtenir des revenus importants? Là aussi, est-ce que le marché
est demandeur ou pas. Il a par exemple, le marché est déjà saturé, ou on a produisait 1000 produits par jour, ou le marché, mais il 1000 produits par jour. Il ne peut pas recevoir plus que 1000 produits par jour. Ou je vais augmenter ma production à 1500 produits par jour. Donc les 500 produits par jour, je risque de ne pas les vendre. Donc je vais perdre de l'argent. Ou là, même si je vais les vendre, je vais les vendre à bas prix. Peut-être que je serai obligé de réduire le prix de vente et donc de réduire la marge bénéficiaire. Donc, il faut que je vérifie si réellement, en augmentant le taux de production, je vais gagner de l'argent ou pas. D'accord? Et puis, est-ce qu'en augmentant la qualité de service, je vais me permettre d'avoir plus de clientèle sur le long terme. Donc, voici quelques questions sur la stratégie commerciale que je dois étudier. Alors, nous allons voir la liste des symboles que nous allons utiliser tout au long de ce cours, de ce chapitre. Donc, RE, c'est le taux de production, RE de I, c'est le taux de production effectif de la station I, puisqu'on parle d'une chaîne de production. Une chaîne de production va être composée de N machines. D'accord? Ou là de N stations. Donc, la station I, qui est une station quelconque au niveau du système de la chaîne de production, a un taux de production effectif RE de I, en incluant les pannes et les temps de changement et les différents types de perturbateurs. Là, ça veut dire que RE, ce n'est pas le taux de production idéal, c'est le taux de production les pannes. D'accord? R étoile de I, c'est le taux de production idéal de la station U. Donc, par exemple, une machine, elle fait un produit par minute. Elle fait un produit par minute lorsqu'elle ne tombe pas en panne. Mais supposons qu'elle tombe en panne 1 heure en moyenne, 1 heure toutes les 10 heures. D'accord? Donc, pendant 10 heures, elle va faire un produit par minute. Ça va nous donner 600 produits. Et pendant 1 heure, elle ne va rien faire. Donc, si je calcule son R étoile, ça va être un produit par minute. Mais si je veux déterminer RE de I, je dois prendre en considération l'heure de panne. Donc, ça va être 600 produits divisé par 660 minutes. Et je vais avoir donc un peu moins d'un produit par minute. RB, d'accord, c'est le taux de production de la machine goulot, de la station goulot. Donc, au fait, le taux de production de la station goulot va me donner le taux de production de la ligne tout entière. Souvenez-vous, on avait vu ça à plusieurs reprises, où je ferai en détail chapitre 7, mais on a vu ça aussi le semestre fait. Le taux de production d'une chaîne de production, il est égal au maximum au taux de production de la machine goulot. Il peut être inférieur au taux de production de la machine goulot, mais il ne peut pas être supérieur au taux de production de la machine goulot. Alors, RB, c'est en introduisant les éléments perturbateurs comme les pannes, les changements, etc. Ou RB étoile, c'est le taux de production de la station goulot, mais idéal, sans inclure les éléments perturbateurs. T0, d'accord, c'est Raw Process Time. C'est quoi Raw Process Time? C'est la somme des temps de production au niveau de chaque station. Donc, par exemple, la chaîne de production TFI a 10 stations, M1 à M10. Donc, chaque station a un temps effectif de production. Le temps effectif de production par station, le temps TE de I est égal à 1 sur RE de I. Ça, c'est le taux de production, ou TE de I, c'est le temps de production, la durée de production. Alors, T0 va être quoi? Va être tout simplement égal à la somme des TE de I. Ou T0 étoile, c'est aussi la même chose, c'est la somme des temps de production de toute la chaîne
mais sans inclure les éléments perturbateurs. Donc, T0 étoile, c'est le temps de production idéal, parfait, lorsqu'il n'y a ni panne, ni arrêt, ni rien. D'accord? Donc, T0 étoile, ça va être la somme des T0 de I. D'accord? Ou T0, ça va être la somme des TE de I. Ou TE, c'est le temps de production ou le temps d'opération effectif. Donc, à partir de ces définitions, on peut définir W0 qui est égal à RBT0, c'est le Critical Working Process. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu ça en détail dans le chapitre 7. Donc, c'est le stock d'encours critique. Le stock d'encours critique, c'est tout simplement le stock d'encours qui me permet d'atteindre le taux de production RB. D'accord? Souvenez-vous, le best case. Quand on a étudié le best case, le taux de production était égal au working process divisé par T0. D'accord? Et donc, ça, c'est en incluant les éléments perturbateurs. Et W0 étoile, c'est la même chose, mais sans inclure les éléments perturbateurs. Toujours dans les définitions. Donc, on a d'autres mesures, quelques autres mesures comme D. D, enfin, D, ce n'est pas une mesure, mais c'est une caractéristique de notre système. C'est la demande moyenne en pièces, en produits par jour. D'accord? La demande moyenne en produits par jour, et bien entendu, ça, c'est la valeur moyenne. Elle peut avoir une… tout le monde suit, c'est bon? Oui, Dans 3 minutes, la vidéo la session va s'arrêter. Hein. oui, je sais. Très bien, donc je vais essayer de au moins terminer cette diapo. Alors, D, c'est la demande. Le WIP, on a déjà dit ce que c'était. C'est les stocks d'encours moyens. Le FGI, c'est les stocks des produits finis moyens. Le RMI, c'est les stocks des matériaux de la matière première en moyenne, les stocks moyens de la matière première. CT, c'est le temps de cycle moyen. Donc, le CT, comment on le calcule? C'est le temps moyen entre le moment où je mets un produit dans le système jusqu'au moment où il يروح vers le buffer des produits finis. LT, comme j'ai expliqué, LT, c'est le lead time, c'est le délai de livraison. Donc, ça, c'est une valeur qui est définie avec le client, d'accord, qui est donnée comme temps contractuel au client. Pour certains cas, si j'ai des retards, je dois payer des pénalités de retard, d'accord? Alors, pour certaines entreprises, ils utilisent toujours un lead time fixe. Donc, c'est une valeur déterministe et qui est fixe pour tout le monde. Elle est constante. LT est constante. D'accord? Mais pour d'autres entreprises, ils peuvent avoir des lead time négociés avec le client. Donc, je vous livre dans 6 semaines, le client dit non, c'est trop, 6 semaines, etc. Et donc, on peut avoir des lead time différents d'un client à l'autre. D'accord? Et dans ce cas, LT va représenter la valeur moyenne des lead time et elle sera caractérisée par un temps moyen et par un écart type. TH, c'est le taux de production de toute la chaîne, d'accord? Donc, TH a une borne supérieure qui est RB, qui est le taux de production de la station Goulot. Et TH de I, c'est la valeur moyenne du taux de production de la station I. D'accord? Des questions? Alors, là, on va voir quelques équations. Je vais les mettre toutes.
On va voir quelques équations pour savoir si notre système a de bonnes performances par rapport à lui-même ou pas. D'accord? Par exemple, le rendement par rapport